Sous-titres réalisés par Dimatorzoc. Sous-titres réalisés par Dimatorzoc. De nouvelles frappes massives de missiles russes sur des immeubles résidentiels dans la région de Kiev ont de nouveau coûté la vie à 14 personnes et des centaines d'autres ont été évacuées de la zone touchée. Et rien qu'à Vishneve, les Russes ont détruit d'un seul coup 5 rues entières. À Kiev, des explosions ont retenti toute la nuit et ont continué le matin. La nouvelle attaque massive contre Kiev dans la nuit du 6 juillet a montré que, malheureusement, les systèmes de défense anti-aérienne ukrainiens ne sont tout simplement pas en mesure de contrer les missiles balistiques. L'Ukraine a déjà initié une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, prévoit de discuter du renforcement de la défense anti-aérienne lors du sommet de l'OTAN dès demain, le 7 juillet à Ankara. Et là-bas, je vous rappelle, il rencontrera Donald Trump et tous les dirigeants de l'OTAN. Et c'est précisément avec ce sommet que ces attaques sauvages des Russes pourraient être liées. On sait qu'au sommet de l'OTAN, Donald Trump rencontrera Volodymyr Zelensky, puis appellera Vladimir Poutine. Et il était vital pour le Kremlin de montrer aux Américains, de montrer personnellement à Trump que la Russie est soi-disant en train de gagner. Et c'est pourquoi il faut faire pression précisément sur l'OTAN. Dans cet épisode, nous allons discuter de tout ce que l'on sait à cette minute, tout ce qui est lié à cette attaque bestiale des Russes contre l'Ukraine. Pendant ce temps, l'Ukraine a mené une frappe de représailles. En particulier, on sait que la raffinerie de pétrole d'Omsk a été touchée. C'est la plus grande raffinerie de pétrole de Russie. Elle se trouve à 2500 km de la frontière d'État de l'Ukraine. De plus, aujourd'hui, l'Ukraine a détruit 2 pétroliers en mer d'Azov. Il s'agissait de pétroliers transportant de l'essence, qui allèrent de Taganrog vers la Crimée. 2 systèmes de défense anti-aérienne, S-400, un dépôt pétrolier à Kertch et un radar Nebo-U ont également été touchés sur Terre. En général, comme vous le comprenez, l'Ukraine mène bel et bien des frappes de représailles contre les Russes qui attaquent les villes ukrainiennes paisibles et détruisent des immeubles résidentiels. Bref, discutons-en tous ensemble. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de ne pas oublier de laisser votre commentaire sous cette vidéo. À suivre, à suivre, à suivre, à suivre. Sous-titres réalisés par
Titre réalisé par Dima Torzok. Sous-titre Dima Torzok, merci. Alors Kiev et la région. Cette nuit, dans la nuit du 6 juillet, ont de nouveau subi une attaque massive de missiles et de drones de la part des Russes. Selon les autorités, au moins 12 personnes ont été tuées à Kiev, environ 60 ont été blessées dont 2 enfants. Dans la région de Kiev, 3 personnes ont été tuées et 16 autres ont été blessées. Je précise qu'il s'agit de données préliminaires, les opérations de recherche et de sauvetage étant toujours en cours. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a indiqué que 27 blessés, dont des enfants, se trouvent actuellement à l'hôpital. Selon les autorités, le nombre de victimes pourrait encore augmenter, car les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. L'Ukraine initie en ce moment une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU en raison des frappes massives de missiles de la Russie, visant précisément des villes civiles. Je vais maintenant citer le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sybiga. Chaque missile russe lancé contre l'Ukraine porte un message qui va bien au-delà de nos frontières. Elle vise à convaincre le monde que la violence peut remplacer la loi, que la peur est plus forte que la solidarité et que la cruauté reste impunie. Le retard ou une réaction faible ne peuvent pas arrêter la terreur. Seules des actions décisives et opportunes en sont capables. Au même moment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se préparait pour le sommet de l'OTAN. À Ankara, qui se tiendra les 7 et 8 juillet, où il rencontrera le président américain et tous les dirigeants de l'OTAN, il a déclaré que la Russie continue de détruire impunément des habitations civiles, tandis que le monde entier se contente d'observer. C'est pourquoi l'Ukraine attend des décisions fortes du sommet de l'OTAN, qui aideront à mettre fin à ce terrorisme. Zelensky a souligné que les défenseurs ukrainiens font preuve d'une efficacité remarquable dans la lutte contre les drones et les missiles de croisière, mais que les missiles balistiques russes restent des cibles difficiles en raison du manque de missiles intercepteurs. Voici la citation de Zelensky. Il est très important que le monde, avant tout l'Amérique et nos partenaires européens, sortent du sommet de l'OTAN à Ankara avec des décisions fortes en faveur de la protection de notre ciel, et donc de la protection des vies des gens ordinaires. Tant que les missiles pour les patriotes restent dans les entrepôts des Alliés, cela ne fait qu'encourager la Russie à continuer de frapper les immeubles résidentiels. Les États-Unis et l'Europe ont suffisamment de puissance pour mettre fin à cette terreur. Et malheureusement, cette nuit, absolument tous les missiles balistiques et les missiles Zircon ont percé la défense anti-aérienne de l'Ukraine. Les troupes radiotechniques des forces aériennes ukrainiennes ont enregistré 419 cas. Moyens d'attaque aérienne, dont 68 missiles de différents types et 351 drones d'attaque. L'armement de missiles de l'ennemi comprenait les types suivants. 6 missiles antinavires Zircon ou Onyx lancés depuis la région de Koursk en Fédération de Russie. 23 missiles balistiques Iskander-M ou S-400 lancés depuis les régions de Briansk, Orel et Koursk. 33 missiles de croisière Kashsantin lancés depuis la région de Vologda. 6 missiles de croisière calibre lancés depuis Novorossiysk. Il faut donc frapper Novorossiysk plus fort. Parmi tous les missiles lancés, les forces de défense aérienne ont réussi à abattre 31 missiles de croisière Kh-101 et 6 missiles Kalibr. Malheureusement, absolument tous les missiles balistiques et les missiles Zircon ont percé. Cela témoigne d'un manque critique de missiles pour les systèmes de défense aérienne. Et cette question doit absolument être soulevée lors du sommet de l'OTAN. De plus, Zelensky lui-même a reconnu qu'aucun des missiles balistiques ou antinavires n'a pu être abattu. C'est précisément à cause du manque critique de missiles intercepteurs pour les systèmes patriotes. Le chef du service de communication des forces aériennes ukrainiennes, Yuri Ignat, l'a aussi confirmé. Voici sa citation. « Pour abattre des missiles balistiques, il faut avoir de quoi les abattre. Nous avons suffisamment de systèmes. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un approvisionnement constant en missiles. Nous avons un sérieux déficit de missiles intercepteurs.
Au moment de l'enregistrement de cet épisode, il y a déjà 14 morts et 60 blessés à Kiev, parmi lesquels malheureusement il y a aussi des enfants. À l'heure actuelle, les secouristes interviennent sur plus de 20 sites. La situation la plus difficile s'est produite dans les quartiers d'Arnitsky et Podilsky de la capitale ukrainienne, où les troupes russes ont frappé précisément des immeubles résidentiels. Selon le service national d'urgence, un immeuble de 9 étages a été endommagé dans le quartier Podilsky. Des appartements ont été détruits, du 9e au 5e étage. Un bâtiment non résidentiel et une coopérative de garage ont également été endommagés. Des voitures y ont brûlé. Dans le quartier d'Arnitsky, des débris ont endommagé un immeuble résidentiel de 25 étages. Dans un autre immeuble, un incendie s'est déclaré dans des appartements sur une superficie d'environ 150 mètres carrés. Une coopérative de garage a également pris feu. Dans un autre immeuble de 30 étages, un incendie s'est déclaré à cause de la chute de débris. Dans le quartier Olosivski de la capitale, un bâtiment non résidentiel a pris feu. Dans le quartier Obolonsky, un entrepôt et une zone de construction non résidentielle ont été touchés. Selon le Service national des situations d'urgence, les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent toujours, car des personnes pourraient aller rester sous les décombres. Mais en plus de la capitale, les conséquences de l'attaque russe ont également été constatées dans la région de Kiev. Selon le chef de l'administration militaire régionale de Kiev, Nikolai Kalachnik, l'attaque a fait 3 morts et 26 blessés, c'est le bilan au moment de l'enregistrement de ce reportage. Parmi les blessés, il y a 2 enfants, un bébé de 9 mois et un enfant de 12 ans. Le chef du ministère de l'Intérieur de l'Ukraine, Igor Klimenko, a indiqué que plus de 6600 personnes ont déjà été évacuées de Vishneve, où la frappe a eu lieu cette nuit, en raison de la menace d'une nouvelle détonation. Des détonations secondaires se poursuivent en ville. Les recherches continuent dans les sous-sols pour trouver où des personnes auraient pu se cacher pendant l'attaque. On vérifie encore quels autres civils doivent être évacués. Voici la suite de la citation de Klimenko. Les conséquences me sont terribles. Presque 5 rues ont été complètement détruites. Si l'on parle de l'ampleur, cela va de plusieurs dizaines à une centaine de maisons. Il y a beaucoup d'incendies. Les services communaux sont à l'œuvre. Un important dispositif a été mis en place sur les lieux. Des centres de résilience ont déjà été mis en place. Des postes de commandement temporaires et des tentes opérationnelles ont été installés pour gérer les conséquences. Il y a aussi des bus d'aide d'urgence où l'on peut déposer une demande, signaler un problème ou poser une question, afin d'obtenir des conseils de qualité dispensés par des professionnels qualifiés. Sur place d'ailleurs, des psychologues, des services sociaux, des sauveteurs, des médecins et la police travaillent déjà. En général, tous les services qui peuvent aider la population civile. Donc si jamais quelqu'un regarde mon émission précisément de là-bas, sachez que vous pouvez vous rendre dans ces bus pour demander de l'aide. En principe, vous pouvez même vous adresser à n'importe quel policier que vous voyez. Il vous orientera déjà vers qui contacter, où et comment s'adresser, ou rédiger une déclaration, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En tout cas, une aide sera assurément apportée à chacun. Dans la ville, la qualité de l'air s'est considérablement détériorée, dépassant en fait les normes d'un facteur de 5. Les citoyens dans la zone concernée par la situation d'urgence ont été invités à fermer les fenêtres et à respecter les consignes recommandées par les spécialistes. Si cela n'est pas fait, il existe un risque d'intoxication par des éléments dangereux qui se trouvent actuellement dans l'air. À suivre. À suivre. À suivre. À suivre. Bon, c'est tout à suivre.
C'est tout, c'est tout. Pendant ce temps, les forces aériennes des forces armées ukrainiennes ont averti que la Russie pourrait lancer une nouvelle frappe de missiles contre l'Ukraine dans un avenir proche. Je rappelle que la précédente attaque massive a eu lieu le 2 juillet et la nouvelle déjà le 6. L'intervalle entre elles n'a été que de 4 jours, mais il peut être soit plus court, soit plus long. Le porte-parole des forces aériennes ukrainiennes, Yuri Ignat, a expliqué que les délais entre les frappes sont dus à la production complexe et longue des missiles. Et en moyenne, de telles attaques se répètent environ tous les 16 jours. Mais Ignat a ajouté que l'ennemi peut modifier la fréquence des frappes. Il a souligné que désormais, les Russes peuvent frapper dès le lendemain d'une attaque précédente. Je rappelle également qu'avant l'attaque du 2 juillet, il y avait déjà des informations selon lesquelles les Russes avaient accumulé un potentiel de missiles, suffisant pour 2 ou 3 attaques consécutives. C'est pourquoi il n'est pas exclu qu'en effet, dans un avenir proche, une 3e attaque puisse avoir lieu, qui malheureusement causera de nouvelles destructions. Eh bien, en Russie même, ils ont déjà expliqué ce qu'ils ont frappé cette fois-ci. Quels objets soi-disant super importants, sous la forme d'immeubles résidentiels, ont-ils bombardé aujourd'hui ? Et ainsi, le soi-disant ministère de la Défense de la Russie a confirmé la frappe nocturne contre l'Ukraine. Ils ont déclaré que les troupes russes auraient soi-disant frappé. Ensuite, je cite, des entreprises du complexe militaro-industriel, des installations du secteur énergétique à Kiev et dans la région de Kiev, ainsi que des infrastructures d'aérodromes militaires dans les régions de Dnipropetrovsk, Poltava, Tcherkassy, Tchernihiv et Kiev. Le ministère de la Défense russe affirme également que la frappe a été menée, je cite, en réponse aux attaques ukrainiennes contre les infrastructures civiles en Russie. Je le répète encore une fois, je souligne que la Russie, en tant qu'agresseur et principal instigateur de toute cette guerre, ne peut jamais, même hypothétiquement, porter des frappes dites de riposte. Parce que toutes ces actions constituent un acte d'agression initiale, qui a entraîné toutes les frappes ultérieures sur le territoire russe. Les liens de cause à effet nous montrent que la Russie a été la première à initier la guerre. La Russie, la première. Illégalement, sans provocation, elle a attaqué l'Ukraine le 24 février 2022. La Russie a été la première à s'emparer sans provocation de la Crimée et à déclencher le carnage dans le Donbass ukrainien. En conséquence, tout ce qui frappe la Russie, ce sont des frappes de riposte. C'est le droit à la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Tout ce que fait la Russie, ce sont des actes d'agression. Il ne s'agit pas de frappes de riposte. Un agresseur ne peut pas répondre ou, comme ils le prétendent, se défendre. En ce moment, ils essaient assez complètement de renverser toute la rhétorique du droit international. Et ils essaient de faire croire qu'ils auraient, soi-disant, utilisé l'article 51 de la Charte des Nations Unies sur la légitime défense. Et ils ne feraient que se défendre et riposter pour que plus rien ne soit lancé contre le territoire russe. Les Russes qui continuent de regarder mes émissions. Je le dis spécialement pour vous en ce moment. La Russie a attaqué l'Ukraine en premier. Et dès que la Russie cessera toute attaque contre l'Ukraine, dès que la Russie retirera tous ses soldats russes, sales et sauvages du territoire ukrainien, tout sera terminé. Vous n'aurez plus à répondre à quoi que ce soit. Il n'y aura aucune frappe contre l'infrastructure de la Russie à ce moment-là. Dès que le dernier soldat russe quitte le territoire ukrainien, c'est fini. La guerre se termine comme ça, instantanément. Donc en principe, je comprends que oui. Il faut continuer à faire avaler cette absurdité aux sauvages, selon laquelle ils mèneraient soi-disant des frappes de représailles. Et malheureusement, à mon grand regret, le peuple russe est vraiment un troupeau qui continue de croire à tout cela. Voilà. Croire qu'ils se défendent, soi-disant, qu'ils portent des frappes de représailles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Il est clair que le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé aujourd'hui avoir mené une frappe de représailles. Et je vais aussi vous citer autre chose. Au ministère de la Défense de la Fédération de Russie, ils ont donc déclaré que dans la nuit du 6 juillet,
Kiev a attaqué le territoire russe avec 625 drones, dont 613 ont été abattus ou neutralisés. En conséquence, comme ils l'écrivent, je cite ensuite. Au ministère de la Défense, on estime que l'objectif de l'attaque était la volonté de Zelensky de démontrer, avant le sommet de l'OTAN, aux sponsors occidentaux sa capacité, avec leur argent, à frapper des cibles civiles sur le territoire russe depuis l'Ukraine. Les principaux efforts de Kiev ont été concentrés sur des tentatives de causer des dommages aux installations et à la logistique du secteur de l'énergie et des carburants. Depuis l'Ukraine, des cibles civiles en Russie, notamment dans les régions de Leningrad, Yaroslavl, Kalouga et en Crimée. Les militaires russes ont déjoué une attaque majeure à l'approche du sommet de l'OTAN en neutralisant la plupart des drones ukrainiens. En gros, ils essaient maintenant de déclarer au ministère de la Défense que, soi-disant, le but de l'attaque était de montrer à l'Occident, avant le sommet de l'OTAN, qu'ils sont prêts. Voilà, en général, ils essaient maintenant de montrer leur préparation. Это нам надо перед саммитом НАТО что-то показать. Et maintenant, faites attention à ce que fait la Russie elle-même. Tout d'abord, Vladimir Poutine, avant cela, savait parfaitement qu'une conversation téléphonique avec Trump aurait lieu le 4 juillet, car Trump allait recevoir des appels de félicitations pour le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et avant cela, il est sorti et a annoncé qu'ils auraient soi-disant capturé Konstantinovka. Après la conversation du 4 juillet avec Trump, que déclare publiquement son assistant Ushakov ? Il dit que Vladimir Poutine a souligné à Donald Trump les réalités sur le terrain, il a insisté sur le fait que l'armée russe soi-disant l'emporte, il a souligné que la Russie a capturé Konstantinovka, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, c'est-à-dire qu'il doit créer une image de victoire triomphante, montrer que nous sommes en train de gagner. Et montrer à Trump que, écoute, il est inutile pour toi d'aider l'Ukraine, inutile de soutenir Zelensky. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas de sens, parce qu'ils sont en train de perdre. Regarde, nous avons conquis de nouveaux territoires. Nous lançons des attaques massives et détruisons Kiev, nous pulvérisons des immeubles résidentiels. Voilà, donc il vaut mieux que tu mettes la pression directement sur Zelensky. C'est tout. Il est clair qu'avant le sommet de l'OTAN, ils ont lancé 2 vagues d'attaques à 4 jours d'intervalle pour montrer leur capacité à frapper souvent. Il vaudrait donc mieux arrêter Zelensky là-bas pour qu'il cesse de se défendre et la guerre prendra fin. C'est une tentative de faire pression non pas sur l'Ukraine, mais sur Trump et sur les dirigeants européens. Eh bien, il faut comprendre dès maintenant que l'Ukraine doit, comme on dit, faire ce qu'elle a à faire. Il est rapporté qu'au moment même de l'enregistrement de cette vidéo, il est 14h30 à Kiev. Et il est également rapporté qu'à l'instant, une autre frappe a eu lieu contre une raffinerie de pétrole russe. Il se trouve à plus de 2000 km de notre frontière. Et très probablement, ce sera un record en l'état actuel des choses. Et maintenant, les médias russes écrivent qu'à partir de ce moment, on peut considérer que l'Ukraine a frappé absolument toutes les raffineries de pétrole clés en Russie. L'usine d'Omsk était la dernière des 11 raffineries qui n'avaient pas été touchées. Voilà, maintenant c'est la raffinerie d'Omsk qui a été frappée. Enfin, nous en avons parlé avec vous dans les épisodes précédents, qu'il ne restait littéralement qu'un seul site à frapper. Et l'histoire sera alors terminée. Je veux dire terminée quand toutes les raffineries de pétrole auront été touchées. Si nous avons aussi atteint celle-là, il faut continuer à frapper ces raffineries. Je le répète, toutes les frappes de la Russie sont des actes d'agression. Malheureusement, je vois même que certains Ukrainiens ont commencé à penser que ce sont, soi-disant, des frappes de représailles. Il n'y a pas de frappe de représailles. Ils ont commencé la guerre, ils prennent cher. Poutine sait que son économie et ses raffineries de pétrole brûlent. La Russie, tôt ou tard, ils vont commencer à poser des questions. Et c'est pourquoi il doit créer une image de victoire hystérique. Au lieu que les Russes discutent maintenant, par exemple du fait que toutes leurs raffineries de pétrole clés ont été touchées, ils vont discuter des frappes sur Kiev, des frappes sur Vyshnev, du fait qu'ils auraient frappé une entreprise de production de missiles Neptune, soi-disant comme ils le disent, qu'il y a une évacuation là-bas et ainsi de suite. Voilà ce qu'ils veulent qu'on discute, et non pas ce qui se passe dans la Russie non lavée elle-même. D'ailleurs, l'expression « Russie non lavée » ne m'appartient pas. Je sais que, pour une raison quelconque, les Russes en sont très offensés, mais en fait, l'expression « Russie non lavée » appartient à votre compatriote. Apparemment, après avoir vécu dans cette saleté, il comprenait parfaitement de quoi il parlait. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis en commentaire sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous voulez soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Vous pouvez faire un don via les liens et les coordonnées de paiement dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres.